Allô Catherine! Salut Marie-Hélène! On aime toujours ça se connecter à notre senti en début d'épisode, alors j'aimerais commencer en te demandant comment vas-tu? Ça va bien, ça va bien. Écoute, c'est quelque chose de penser qu'on est rendu, aussi loin dans cette saison, fait que je suis très emballée de parler avec toi, aujourd'hui. Et toi, comment ça va? Ben, je suis contente que tu ailles bien. Moi aussi, je dirais que ça va, mais je suis comme un peu fatiguée parce que je travaille beaucoup ces temps-ci. Mais on enregistre aujourd'hui un vendredi, il fait super beau, fait que j'ai hâte au week-end. Vous écoutez Entre deux eaux, le balado où on nage entre la pataugeoire de la culture pop et les eaux profondes des feelings. Au menu de l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du syndrome de l'imposteur. Donc, en premier lieu, c'est sûr qu'on va définir c'est quoi le syndrome de l'imposteur, qu'est-ce que ça veut dire pour nous et pour vous. On est allé vous sonder un petit peu. Par la suite, on va plonger vraiment en eau profonde puis aborder comment le sentiment d'imposteur se manifeste particulièrement au travail puis comment ça impacte notre vie professionnelle. On va remonter un peu à la surface en pataugeoire pour parler du sentiment d'imposteur dans la vie en général parce que c'est pas juste au travail, ça se manifeste un petit peu partout. Puis en dernière partie, on sort du syndrome de l'imposteur parce que c'est lourd. Mais on va vous présenter des suggestions de podcasts à écouter parce que ça fait longtemps qu'on vous en a pas parlé. Puis, ben, on a plein de belles suggestions. Le syndrome de l'imposteur. Quand on préparait cette émission-là, on s'est dit qu'on n'était certainement pas les seuls à vivre ça. J'ai vraiment l'impression que c'est un phénomène qui est répandu. Alors, pour pas dire n'importe quoi, pour pas parler à travers notre chapeau, parce que, tu sais, on doute toujours de nos propres, de nos propres connaissances, on a sondé les gens qui suivent notre page Instagram et on a eu beaucoup de réactions aux stories qu'on a faites. D'ailleurs, merci pour tous ceux qui m'ont envoyé de l'amour parce que j'ai un peu bafouillé dans une des stories puis j'ai décidé que je la mettais quand même parce que ça faisait 4 fois que j'essayais de filmer puis que ça marchait pas. Fait que merci de m'avoir appuyé là-dedans. Je me suis sentie vraiment vue et aimée. Euh, Mais c'est ça, bref, j'ai demandé tout simplement, est-ce que vous vivez avec le syndrome de l'imposteur? Et 94 des répondants à notre sondage ont dit oui. Donc, je ne crois pas me tromper en me disant que c'est un phénomène répandu. Si c'est pas dans la société en général, du moins dans notre auditoire, manifestement. Puis, je voulais mentionner, il y a notre amie Marianne Casselot qui nous a envoyé un message très pertinent, puis qui disait que plutôt que syndrome de l'imposteur, il y avait beaucoup de personnes qui commençaient à parler du phénomène de l'imposture pour démédicaliser ça, parce qu'un syndrome, c'est associé à la maladie, et aussi pour le dégenrer, en fait, pour le rendre comme épicène, donc parler d'imposture au lieu d'imposteur ou d'impostrice. Donc, voilà, on pourrait, mais je pense que dans l'épisode, on va parler un peu de... Ouais, on va alterner entre les termes. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, le sentiment d'imposture aussi, ou le sentiment d'être imposteur, tu sais, je pense qu'on peut varier, mais Mhm. c'est super intéressant de, justement, pas voir ça nécessairement comme une maladie. Ouais, c'est ça. C'est un phénomène. C'est vrai que c'est plus juste. Mais donnons une définition, hein, pour savoir de quoi on parle. Le terme, ou en tout cas le phénomène, a été identifié, découvert, quote unquote, aux États-Unis vers la fin des années 1980. Et c'est quoi le syndrome de l'imposteur? C'est un phénomène qui touche certaines personnes qui réussissent parfaitement dans la vie, ou en tout cas qui réussissent, qui sont pas... ben, en tout cas, personne n'est un échec, là, mais en tout cas, des personnes qui ont des signes extérieurs comme quoi ils réussissent, mais ils ne s'en attribuent pas le mérite. Fait que c'est comme une modestie poussée à l'extrême qui est signe d'un malaise intérieur. Fait que c'est comme l'impression qu'on est en train de tromper son entourage, qu'on mérite pas ce qu'on a. Donc, on est en train de frauder les gens.
Et que, dans le fond, si jamais on réussit, ben c'est pas à cause de nos propres qualités, c'est soit par un coup de chance, par un malentendu, par hasard. Et il semblerait que ce soit les femmes qui sont les plus touchées par le syndrome de l'imposteur. Et bien évidemment, en tant que féministe, c'est pas une caractéristique biologique qui fait que les femmes sont plus enclines à vivre ça, mais tout simplement une conséquence de la manière dont on est socialisé, autant les messages qu'on reçoit des médias, de c'est quoi une femme correcte, et dans nos familles, dans plein de milieux, à l'école, etc. On avait envie de peut-être illustrer la manière dont ça se construit, si on veut, le syndrome de l'imposteur. Je pense que j'écoutais quelqu'un réfléchir là-dessus dernièrement, puis c'est comme, disons que dans la société, les femmes sont souvent valorisées par leur apparence. Et Mhm. donc, dans des familles qui se veulent progressistes, souvent, les parents vont encourager leurs enfants, mais particulièrement leurs filles, à se définir par autre chose. Donc, c'est l'intelligence qui est valorisée ou Mhm. c'est la réussite scolaire. Mais c'est un peu un... C'est plein de bienveillance, mais ça a peut-être comme conséquence que, ben, on est toujours en train de questionner notre réussite scolaire, tu sais, dans le fond. Puis, tu Mhm. sais, tu nommais dans le dernier épisode, Catherine, comme quoi tu avais 90% dans tes cours à l'université, mais tu sentais encore que tu n'étais pas bonne en français. Moi, je sais qu'au secondaire, j'ai vécu quelque chose de similaire. J'avais comme une moyenne de genre 92%, mais c'était pas assez bon, tu sais. Mhm. Fait que je sais pas si tu as le goût de réagir à ça sur comme le syndrome de l'imposteur, à quel point ça s'installe jeune. Ben c'est ça, oui. Puis je pense que en quelque part, le milieu scolaire, tu sais, qu'on est noté, tu sais, sur tous nos travaux, qu'on est tout en train Mhm. de recevoir des notes, d'essayer d'avoir des bonnes notes. Il y a aussi, je pense, le phénomène, en tout cas, moi, il me semble, dans ce que j'ai lu sur le syndrome de l'imposteur aussi, c'est que souvent, il y a des personnes qui ont toujours eu de la facilité à l'école, puis que, en quelque part, ce qui arrive, c'est que quand tu as beaucoup de facilité à l'école, tu n'apprends pas vraiment à remonter des échecs, à vivre des échecs. Ouais. Euh, Ce qui fait que quand tu en as, puis qui arrive plus tard dans la vie, ben, c'est comme si, tu sais, ça vient quasiment leur remettre en question ta personne, là, tu sais, puis d'être... Fait que c'est ça qui est quand même difficile. Quand on sort de l'école aussi, là, moi, c'est ça qui me fascine aussi parce que, tu sais, je suis retournée faire un peu des cours à l'université après avoir travaillé plusieurs années, puis ça me fascine tellement les cours où il faut faire des examens, apprendre tout par cœur, tu sais, comme se retrouver dans des situations d'évaluation super exigeantes, mais qu'en même temps, je suis comme, mais c'est pas ça le milieu du travail, là. Oui, c'est sûr qu'il y a certaines Mhm. choses qu'il faut que tu saches par cœur, sauf qu'en quelque part, tu apprends beaucoup de choses sur le tas, puis tu apprends beaucoup de choses dans le faisant. C'est pas vrai là, que tu vas devoir tout apprendre par cœur de tout. Là, comme tu peux, quand tu es en train de faire un travail, aller chercher des références, prendre le temps pour lire, poser des questions à des collègues. Mais c'est Mhm. comme si on est tellement habitué à l'école de comme, tu sais, faire des travaux, faire des examens, se faire corriger, puis devoir rendre quelque chose qui est supposé d'être parfait ou presque parfait. Ben, quand tu arrives dans le domaine du travail, on dirait que t'es peut-être... En tout cas, moi, je sais que je trouve ça stressant de comme pas remettre quelque chose qui me semble parfait, tu sais. Mhm. Alors que ça veut pas dire de pas bien faire le travail, ça veut juste dire comme des fois c'est pas grave de faire quelque chose rapidement puis C'est pas grave d'envoyer un courriel qui manque un S. oui, c'est ça, Mhm. c'est pas grave, mais c'est ça. Mais je pense que pour les filles aussi, les attentes sont super grandes, puis Puis, tu sais, je veux pas donner des arguments au mascu, là, mais je pense qu'en tout cas, il y a un certain type de filles, puis je pense que j'en fais partie, j'imagine que toi aussi, mais tu sais, qu'on réussit facilement dans le contexte mhm, académique. ouais. Fait que ça devient, tu sais, je veux dire, notre parcours scolaire du primaire jusqu'à l'université, si on y va, c'est quoi? C'est comme un bon 15 ans de notre vie, là. Puis c'est Ouais. des années très, très formatrices. Puis Mhm, rendu à l'université, c'est comme on le sait comment ça marche, on le ouais. sait à quoi s'attendre. Puis là, rendu sur le milieu du travail, en tout cas, moi, je sais que j'ai eu très, très peur. Tu sais, quand j'ai Mhm, gradué, euh, je me dirigeais, tu sais, j'ai fait des études dans un certain domaine pour
faire une carrière dans les médias, puis j'ai comme pogné la chienne quand j'ai gradué, puis j'ai fait comme non merci, j'ai trop peur, comme j'ai peur de me faire juger, j'ai peur de pas assez savoir ce dont je parle. Je vais aller vers quelque chose qui est pas nécessairement ce que je veux, mais qui me tient moins à cœur. Fait que comme ça, il y a comme Mmh. moins il y a moins tout est moins en jeu là, tu sais, parce que là c'est comme si j'ai fait Mmh. une croix sur mes rêves, puis là ben c'est plus grave si je réussis bien ou pas parce que comme I don't care, tu sais. Ouais, c'est vrai que c'est moins stressant d'aller vers quelque chose, tu sais, mettons une entrevue de travail, si, tu sais, si le travail, tu t'en fous un peu versus si Ouais. c'est comme: «Oh mon Dieu, je veux vraiment ce poste-là», puis là, tu vas être vraiment déçu si tu l'as pas, tu sais? Puis ce Mhm. qui est intéressant, je trouve, dans le milieu comme féministe aussi, c'est que souvent, il y a beaucoup de groupes en fait, c'est que on va souvent dire comme il manque de modèles de leadership féminin, tu sais, je pense que c'est de moins en moins vrai, mais comme, tu sais, il y a cette idée-là qu'il y a pas assez de femmes dans les espaces de pouvoir. Fait qu'il y a beaucoup de réponses qui sont très capitalistes à ça, tu sais, comme à la Mm. lean in, puis au programme d'entrepreneuriat féminin, tu sais. Évidemment qu'il y en a plein, tu sais, il y en a plein de sortes, puis tu sais, ça dépend vraiment, sauf qu'en même temps, tu sais, souvent la réponse qu'on va dire, c'est: «Les femmes manquent de confiance en elles, puis on va leur donner des formations pour leur donner confiance en elles». Puis je dis pas que les femmes manquent pas de comme qu'il y a pas des femmes qui manquent de confiance en elles, puis qu'un un programme de formation qui t'aide à gagner en confiance, que c'est pas bon. Comme, tu sais, c'est vraiment pas ça que je dis. Sauf qu'en même temps, ça enlève tout l'aspect justement de socialisation, comme on vient de parler, puis de comment ça se fait que les femmes, ils se remettent tant que ça en question, puis c'est pas mal plus une question de socialisation que de comme juste les femmes sont brisées puis il faut les réparer là comme Mm. puis l'autre critique que j'ai par rapport à ça, c'est que souvent on va apprendre aux femmes à agir comme des hommes Ouais. entre gros guillemets là, tu sais comme de dire OK bon ben dans le domaine notamment dans des milieux non traditionnels, plutôt que de questionner les manières de faire du milieu, on va dire ben comment les femmes peuvent s'adapter au milieu. Je dis pas que c'est complètement mauvais dans le sens que comme si tu veux aller travailler dans le milieu de la construction, ça se peut que comme tu aies besoin de te faire accepter par tes pairs, puis ça se peut, tu sais, en tout cas comme n'importe quel milieu, mais en même temps, faut qu'il y ait du travail qui soit fait pour changer les mentalités là, dans les Ouais. milieux aussi. Là, ça peut pas juste être de dire on va faire agir les femmes comme des hommes. Puis là, on parle en tant que stéréotype, on s'entend, là, parce que qu'est-ce que ça veut dire agir comme un homme, agir comme une femme, là? Clairement. Mais tu sais, c'est drôle parce que je pensais au Boys Club, tu sais, de Martine Mmh. Delvaux, puis c'est comme, Oui, oui, c'est oui. ça, il faudrait que les femmes se conforment au Boys Club, rentrent dedans, plutôt que de proposer des modèles, par exemple, de leadership alternatif ou de remettre en question peut-être des systèmes ou des programmes qui manquent d'équité ou Mmh tu oui. sais qui favorisent les abus, tu sais. Puis je pensais à Big Brother. Je pensais à Big Brother célébrité parce que ça a été beaucoup ça la saison, c'est que il y avait un boys club incluant entre autres François Lambert. Puis, Ah. à un moment donné, il y a eu comme une genre tentative là, de renverser le Boys Club par Lisandre Nadeau, puis ses autres alliés qui étaient queer ou queer-friendly et ou des femmes. Puis finalement, tu sais, ça n'a pas fonctionné, mais les femmes qui se sont rendues jusqu'à la fin de l'aventure, elles ont accepté, en tout cas, je dirais Kim Clavel là, a accepté de jouer selon les règles du Boys Club, tu sais. Fait que Ouais. c'est un bel exemple tiré de la Ah. télé-réalité, quand même pour illustrer que euh, une femme qui réussit, c'est pas mal en soi, mais c'est Non. pas nécessairement un acte féministe, en fait. Tu sais, c'est ça, c'est tant qu'on remet pas en question un système super pyramidal puis hiérarchique de comme il y a une personne au top puis Mhm. ça changera pas, là, mais bon. Mais tu mentionnais tout à l'heure, Catherine, tu sais, l'aspect comme systémique versus individu, là. Ouais, Je pense pas qu'on est dans le blanc ou noir. Je pense pas mais que non, c'est c'est ça. comme l'un ou l'autre. On est plus dans la zone de gris. Puis, un des aspects où, justement, comme le coaching individuel, puis de travailler sur la confiance en soi peut être bénéfique,
c'est dans le contexte d'une entrevue. Oui. Puis c'est bien, bien intéressant, ça, l'entrevue pour une job, une entrevue d'embauche, parce que c'est très, très confrontant. Puis on peut Mhm. être facilement tenté parce qu'on perçoit justement qu'on n'est pas assez qualifié. On est tenté de se présenter sous un jour qui est pas tout à fait juste. Mhm. Puis, en tout cas, pour moi, plus j'ai avancé, plus j'avance, en fait, dans ma carrière, moins j'ai envie de bullshitter. Puis, en fait, j'ai envie d'être aimée pour qui je suis. Oh, c'est Mais beau. no joke, c'est comme une date, tu sais? Oui. Tu t'as beau te présenter sous ton meilleur jour, si après ça, il faut toujours que tu entretiennes ta personnalité puis ton apparence Mhm. pour te conformer à ce que tu crois que l'autre personne veut, ça devient vraiment impossible à porter. C'est la même chose dans le contexte professionnel. Tu veux que les gens t'embauchent pour qui tu es vraiment, pour ce que tu mets de l'avant et non pour des choses inventées, tu sais, puis c'est correct de dire je ne sais pas, même en Ouais. entrevue, tu sais, on a des forces, mais on a toujours aussi des choses qu'on connaît pas ou qu'on peut améliorer, puis il y a pas de honte. En fait, c'est cette idée-là que Mhm. il faudrait tout savoir sur tout, puis Ouais. jamais douter, jamais, c'est ça, ne pas Ouais. savoir. C'est pas vrai, c'est pas de même ça marche, mais c'est facile de comme tomber dans le piège, tu sais. Ben oui, puis tu sais, je pense que, tu sais, je trouve que l'exemple un processus d'embauche, c'est un super bon exemple parce qu'en quelque part, c'est autant pour eux que pour moi, là, tu sais, je veux pas me retrouver à travailler dans une place où je fit pas, tu sais, en quelque part, une entrevue, c'est de voir est-ce qu'on fit ensemble, tu sais, puis si la réponse c'est non, j'aime bien mieux pas travailler là, là, tu sais, comme si je Mhm. fit pas, s'il faut que je change ma manière d'être pour aller travailler quelque part, ben ça marche pas, sauf qu'en même temps, ça reste que quand t'appliques sur un emploi, c'est sûr que c'est parce que tu le veux, que ça t'intéresse et ou que tu en as vraiment besoin parce que comme on vit dans un monde capitaliste, mais Mhm. ai-je besoin de le rappeler? Mais moi, honnêtement, là, mon sentiment d'imposteur, il start là, même avant l'entrevue, juste dans le processus de comme préparer ton CV, préparer ta lettre. Moi, là, je passe d'un à l'autre comme de genre, OK, je suis convaincue, comme mettons, je lis une offre d'emploi qui me semble intéressante, je lis les critères, je fais, ah, ça fit, j'ai ces expériences-là, j'ai déjà fait ça, j'ai ce qu'ils demandent. Je commence à rédiger ma lettre, puis là, je passe sur une spirale, puis je me dis: «Oh non, mais c'est sûr que je suis pas assez bonne, j'ai pas mes expériences sont pas assez Hmm. pertinentes, j'ai pas comme c'est pas assez». Puis là, je reviens travailler sur ma lettre, je parle à des gens qui me connaissent, je suis comme: «Non, mais ce job-là, qu'est-ce que t'en penses? Tu penses que je fit?» Puis là, évidemment que mes amis sont extraordinaires, puis me disent tout le temps comme: «Ben oui, tu vas être parfaite, c'est toi qui veux. Tu sais, ton nom est écrit sur l'offre d'emploi». Puis en même temps, j'ai déjà été sur l'autre bord de créer des offres d'emploi, puis je sais que ce que tu écris dans l'offre d'emploi, c'est ta candidature idéale, là, c'est sûr, là, tu vas dire, mais ça veut pas dire que tu t'attends à trouver la personne qui Hmm. coche parfaitement toutes les cases parce qu'il y a des grandes chances que ça n'existe pas. Fait que c'est sûr que ça m'aide à un peu comme me ramener sur terre puis dire ben c'est correct, puis tu peux essayer, puis au pire ils vont te dire non, au pire ils te rappelleront pas, mais c'est quand même stressant, c'est blessant de pas être rappelé ou même de faire une Hmm. entrevue puis de pas être sélectionné pour le poste. Ça reste que c'est blessant, là, c'est pas tu peux ne pas le prendre personnel, mais ça reste que c'est personnel, c'est à toi qui ont dit non. C'est pas à Ouais, ben en fait, c'est mais c'est un facile de le contexte. prendre personnel, Ouais. mais en tout cas, je remets beaucoup de choses en question présentement. Euh, En fait, full disclosure, là, je me suis inscrite à un programme de coaching en ligne, puis c'est là-dessus, c'est genre c'est comme prends pas tout ce que tu penses pour du cash, genre. Puis Mmh. comme tu peux tu sais le cerveau et on parle beaucoup de plasticité du cerveau là, Mmh. puis que tu sais plus des chemins neurologiques sont empruntés, ben plus ça devient comme c'est ça des patterns de pensée, mais tu peux apprendre à comme reprogrammer. OK. Ouais, ouais, ouais. Fait que tout ça pour dire que c'est dur à croire, là, mais pour vrai, quelqu'un qui dit non, ça a rien à voir avec toi. Ouais. Parce que ça a rapport avec leurs idées des compétences nécessaires pour le Oui. poste. Ça a rapport avec leur désir de quelle personnalité avec qui travailler. Comme, c'est tellement pas
un certificat de rejet de l'univers qui te dit tu vaux de la merde. C'est pas ça. C'est vraiment la subjectivité d'un individu ou d'un groupe d'individus. Puis c'est tout, tu sais, puis c'est tout un challenge de se déprogrammer si on le désire, puis Mhm. d'apprendre à reconnaître que ça n'affecte pas notre valeur. Ouais. Euh, mais c'est ça, ça vient pas naturellement pour moi. Tu sais, c'est comme faut que je me coach, tu sais. C'est tout un travail de chaque Ouais, puis instant, là. l'important, c'est de connecter avec les gens que je vais aller rencontrer. C'est pas de les épater, tout ça. Puis après ça, la décision leur revient, puis ça a pas d'incidence sur ma valeur. Ouais. Mais c'est comme ça, je pense pas comme ça naturellement, tu sais. Mhm. Ben non, c'est clair. Puis c'est toujours se rappeler que comme un processus d'embauche, c'est tout le temps contextuel avec comme les autres personnes qui appliquent à côté de toi. C'est-à-dire que comme tu pourrais le fait de pas obtenir l'emploi, ça veut pas dire que tu es pas capable de faire la job, ça veut juste dire qu'ils ont choisi quelqu'un d'autre, tu sais. Hmm. Parce qu'il y avait peut-être quelqu'un qui avait plus d'expérience que toi à côté ou qui fitait plus avec l'équipe ou qui... Tu sais, justement, là, quand tu dis, là, ils ont leur propre perception des compétences que ça prend pour le poste, fait que des fois, ils vont regarder, puis même sur papier ou comme en entrevue, ils vont se dire, ben cette personne-là me semble mieux qualifiée que l'autre, mais ça veut pas dire que l'autre est pas du tout qualifié puis il aurait pas pu faire Mhm. la job, mais... Je pense que on a tout intérêt à devenir aussi plus confortable avec le rejet. Oui, Tu sais, effectivement. surtout en 2021, dans un contexte de gig économie. Je sais que moi aussi, je fais des... Tu sais, je suis travailleuse autonome on the side. Tu sais, en fait, je suis pigiste, là, on the side. Fait que ça va arriver que je vais proposer des mandats, puis ça marche pas. Ouais. Puis c'est comme... Il y a comme une carapace à se faire aussi, tu sais. Mhm. C'est clair, puis moi, comme j'ai tellement de questions là-dessus parce que justement, quand j'ai quitté mon dernier emploi, mon idée c'était de faire des contrats de travail autonome, mais là, comme 2020 est comme une drôle d'année pour essayer de se réorienter, là, puis Mhm. pour obtenir des contrats. J'en suis très consciente. Mais en même temps, ça m'a amené aussi tout l'aspect de, tu sais, moi, je suis super mal à l'aise à discuter d'argent dans la vie. C'est pour ça que j'aime beaucoup avoir comme un emploi avec un chèque de paye que je renégocie pas à chaque semaine, puis que, tu sais, c'est très sécurisant. Je sais que j'ai mes payes, que je suis payée, que j'ai mon salaire, que j'ai approuvé en acceptant l'emploi. Mais c'est ça que je me rends compte en faisant de la pige, que comme, tu sais, comment on détermine notre valeur pour le, tu sais, comme, que vaut notre travail? C'est quoi les prix du marché? Est-ce que je demande trop? Est-ce que je demande pas assez? Je trouve ça super stressant, puis c'est souvent là que je me mets à me dire: «Ben non, mais je peux pas leur demander tel montant, je suis pas assez compétente», alors que je le Hmm. suis probablement mais c'est stressant comme on deal avec ça, Marie-Hélène. Euh, J'apprends, OK, mais c'est différentes choses. Mmh. Hem, une des choses qui m'aide, à déterminer c'est quoi comme mon prix, c'est de parler à d'autres personnes qui font du Mmh. travail similaire. Je sais que dernièrement, j'ai eu un contrat avec un organisme basé à Vancouver, puis je faisais affaire avec une autre contractuelle, dans le fond, sur un projet. Elle avait comme trop de travail, fait elle m'a contactée pour comme qu'on se partage le mandat. Puis, tu sais, si j'avais chargé mon tarif habituel à ce moment-là, en fait, elle m'a suggéré, elle m'a dit descends pas en bas de tel montant parce Mmh. que vu que c'est un organisme basé en Colombie-Britannique, ils ont des moyens différents, puis elle était comme, tu sais, moi je te suggère ce montant-là, puis juste de commencer à charger plus, mais en tout cas, j'ai comme décidé de réviser mon taux comme standard, tu sais. Fait que là, Mmh. récemment, j'ai comme augmenté mon taux. Puis là, c'est ça que je propose d'emblée aux organismes. Ouais. C'est parce que, pour moi, je veux que le travail de pigiste que je fais, il vaille la peine. Puis je Mmh. veux être motivée. Euh, Puis on dirait que si je suis mieux payée, je suis plus motivée à rendre un travail de qualité. Mmh. Dans le sens où tu sais, si je charge 30-35 piastres de l'heure, ben ça me fait chier, tu sais, ça me fait Ouais. chier de faire de la pige.
versus que si je charge plus, ben je suis comme alright, je suis en train de gagner ma vie là Ouais. présentement, puis ça me rend comme fière de moi. Puis j'ai parlé à c'est ça, là, une personne dans mon réseau dernièrement, puis j'ai demandé comme à quelle fréquence tu révises ton taux, puis elle a dit, bah, tu sais, ça se fait organiquement, à peu près une fois par année, puis non, puis je pense qu'il faut pas avoir peur de poser des questions à d'autres Ouais. personnes qui sont dans la même situation pour savoir c'est quoi un peu les prix du marché parce Mmh. que, bon, de plus en plus sur les offres d'emploi maintenant, le salaire est affiché, mais dans le communautaire, ça se voit encore très peu. Puis pour ce qui est des mandats comme de contractuels, c'est dur à savoir, surtout Ouais. quand c'est pas une profession très, très normée, comme par exemple, tu sais, les traducteurs, par exemple. Il y Mmh. a comme un standard de combien tu charges par mot. Ouais, ouais, ouais. Pour d'autres types de travail, il y a pas ça, tu sais. Ouais. Ben, puis aussi, moi, j'essaie tout le temps de me souvenir que, tu pas d'avantages sociaux quand tu fais de la pige. Fait que dans le fond, comme il faut comme nécessairement que c'est un montant plus élevé que ce que tu pourrais faire comme employé, avec un statut plus régulier parce que comme je veux dire, c'est ça, tu pas d'avantages sociaux. Fait comme nécessairement que comme toi, faut que tu les couvres de ton Tu bord. payes pour ta papeterie, pour tes outils Ben oui, c'est électroniques, tu ça. payes pour ta promo, tu sais. Oui, effectivement, il y a plein de choses aussi qui rentrent en considération de comme du montant que tu charges finalement. Ben oui, puis après ça, comme c'est toute l'idée que comme puis ça rentre full pin dans le syndrome d'imposteur, mais tu sais, après avoir travaillé pendant, tu sais, une dizaine d'années, puis d'avoir de l'expérience, puis tout ça, c'est comme difficile de quantifier, tu sais, ton expertise. Puis, tu sais, j'ai eu des contrats récemment que si j'avais pas travaillé pendant 10 ans dans le communautaire, dans des organismes féministes, puis que j'avais pas vu plein d'affaires, ben je pourrais pas faire le genre de tâches qu'ils me demandent, là, parce que ça demande d'analyser des projets, puis de comme d'être, tu sais, d'avoir une vue d'ensemble, de bien connaître le milieu, tu sais, je veux dire, c'est pas, même si le nombre d'heures spécifiques est pas super élevé, ben, tu sais, c'est toute la formation puis toute l'expérience, là, qui rentre en ligne de Mmh. compte aussi, puis comme justement, là, tu sais, ça prend du courage de, tu sais, d'amorcer des transitions professionnelles puis de faire des affaires qu'on n'avait jamais faites avant, là, tu sais, c'est, Ouais. de se dire: «Ah, mais ça, c'est le genre de tâche qui me tenterait, mais je l'ai jamais faite ou je l'ai jamais faite toute seule». Puis là, de le faire Mmh. comme pigiste, tu sais? C'est comme apprendre à prendre des risques. Oui, Tu sais, c'est comme devenir confortable avec justement l'inconfort qui vient avec faire une chose la première fois. Brené Brown, qu'on aime beaucoup, elle appelle ça les oui, FFTs, oui. fucking first time. Ouais, Ça ouais, m'a ouais. aidé beaucoup, ça, dans les derniers mois, quand je faisais une affaire pour la première fois, puis je faisais tout croche, j'étais comme, ah, mais c'est normal, Ouais. c'est un fucking Ouais, first time, ouais. tu sais. Moi, je sais que j'ai choqué dernièrement, là, j'étais pour avoir un contrat, puis de quelque chose que j'avais jamais vraiment fait, puis j'étais comme: «OK, ça va aller, je vais le faire, je vais le faire», puis à la dernière seconde, je suis comme: «Oh non!» J'étais comme paralysée par le stress, puis j'ai Hmm. fait comme: «Hey, non, je pourrais pas le faire finalement», mais ça c'est ça, là, tu sais, ça faut comme oser. Il y a aussi des différences entre comme, tu sais, qu'est-ce qui est des contrats alimentaires puis des contrats qui sont comme, vraiment tu es vraiment drivé par le Hmm. mandat aussi là, mais non, je trouve ça vraiment stressant. Mais je pense que, tu sais, tu l'as bien dit Marie-Hélène, l'idée d'aller chercher des mentors puis de comme poser des questions à notre entourage, aux personnes qui font le même type de job, c'est sûr que d'une part ça peut aider, ben, c'est sûr oui pour fixer les prix, mais aussi comme pour, tu sais, avoir des trucs sur comment trouver des contrats. Aussi, je pense le fait de comme parler qu'on veut des contrats, là, ça, je sais que j'ai travaillé Oui, beaucoup là-dessus, là, tu sais, d'essayer de parler à ton réseau puis de dire comme OK, ben là, j'aimerais ça faire tel type de contrat. Si jamais il y a quelque chose, tu peux penser à moi. Puis c'est le genre d'affaire qui est très intangible, là, tu sais, que tu le fais, mais comme tu ne sais pas ça va être quoi les résultats, mais ça prend du courage. je l'ai faite, moi, récemment. Tu fais bien. J'ai fait preuve de courage. J'ai posté sur LinkedIn, Mmh. genre, je me cherche des contrats en animation, en accompagnement d'organismes. Puis ça porte fruit, pour vrai. J'ai comme 3 personnes qui m'ont contacté. Puis tu sais, c'est pas tous des contrats qui sont signés, là, Non, mais c'est non. intéressant de voir Ben les oui. opportunités qui débouchent. Puis c'est ça, c'est de se présenter sans bullshiter, de se présenter comme on veut être vu. Ouais. Puis oui, le doute existe, mais on n'est Mmh. pas toujours obligé de l'écouter. Ouais. Je pense qu'il faut déterminer les moments où, tu sais, de se remettre en question, de douter, ça peut être une posture d'humilité. Ouais.
versus les moments où on joue contre nous puis on est notre pire ennemi en se dévaluant, tu sais. Ben, c'est clair, moi, au fil des dernières années, je me suis mis à comme me rendre compte à quel point moi, je suis une personne qui doute beaucoup de tout, finalement, puis de moi en particulier. Puis je me suis rendu compte que c'est une force, tu sais, que c'est pas nécessairement un défaut. Mmh. Puis de remettre en question les choses, ça veut dire que justement, tu sais, tu poses des questions, tu t'intéresses aux choses, tu veux vraiment t'assurer comme tu sais, que tu regardes tous les côtés de la question. Moi, c'est souvent ça. Puis c'est drôle parce que en préparant l'épisode, on s'était parlé d'un texte de notre amie Marianne Casselot qu'on a nommé au début, qui nous a bien pointé l'idée de parler du phénomène de l'imposture au lieu du syndrome de l'imposteur. Mais elle a écrit un super article qu'on va mettre en lien dans les informations de l'épisode qui s'appelle Pour une phénoménologie féministe du doute. Ça a été publié dans la revue Recherche féministe. Puis, bon, Marianne, notre grande amie philosophe, qui parle du doute comme un acte réflexif. Je pense que c'est ça qui me rejoignait beaucoup dans cette idée-là, justement, de... Moi, je suis très fan de l'introspection, puis de la remise en question, Mmh. puis de le voir comme un processus qui est fécond, puis qui peut être, tu sais, qui peut être productif. Puis je me méfie des gens qui doutent pas. Parce que Mmh. je pense que, tu sais, dans les gens qui sont trop confiants, c'est sûr qu'il y a des gens qui sont comme, ils paraissent trop confiants pour cacher de l'insécurité, mais il y a du monde qui se pose juste pas de questions. Puis ce monde-là, habituellement, Ouais. je m'entends pas bien avec eux. Je nous ramènerais aux zones de gris, tu sais, parce Mhm. que pour moi, il y a comme 2 extrêmes. Il y a les gens qui avancent coûte que coûte, toujours en mode action, jamais de réflexion, jamais de pause puis d'introspection. À l'autre extrême, t'as le doute qui paralyse. Ouais. Puis t'as, là, je sors un peu du milieu du travail, là, mais toutes les femmes blanches par rapport à la question du racisme. Tu Mhm. peux devenir tellement dans la crainte de dire la mauvaise chose, faire une erreur, que ça va t'empêcher de poser tout acte de solidarité, tu sais. Mhm. Je pense que la zone féconde, c'est entre les deux, où le doute t'accompagne, mais il t'empêche pas de continuer d'avancer. Mhm. Puis tu fais le deuil de la perfection, puis du fait de ne jamais faire d'erreur, parce que at the end of the day, on est tous des êtres humains, puis ça fait partie de l'expérience humaine de se tromper. Souvent, c'est comme ça qu'on apprend le mieux. Ben oui, c'est ça. Puis je pense que quand on entretient le doute, ça fait que d'une part, tu sais, je réfléchis aux trucs avant de les faire, fait que déjà, ça peut comme t'aider à moins faire d'erreurs. Mais c'est Hmm. qu'aussi que quand t'es call out sur une affaire, ben tu sais que t'es pas parfaite, puis en tout cas, selon moi, ça peut permettre de peut-être mieux accepter la critique. Tu sais, tu parlais de l'exemple justement là, des femmes blanches dans des mouvements antiracistes. Ben si tu fais quelque chose puis tu te plantes, si t'es comme vraiment sûr de tes convictions puis que tu t'autorises pas le doute, ben si quelqu'un te call out, tu risques de comme faire ben là, c'est pas ça que je voulais dire, puis non, mais c'est C'est pas, tu ça. sais, comme de le voir comme une attaque personnelle, alors que la bonne réaction, c'est de faire comme hey, merci, je vais y réfléchir, je vais y Mhm. penser, je vais aller m'éduquer comme tu sais, selon la situation, je vais faire réparation s'il y a lieu, mais au moins comme tu l'accueilles bien plus que si tu te dis ben non là, moi je sais comment ça marche puis je Mhm. sais que j'ai raison puis c'est toi qui as tort. Hey, ça veux-tu briser le dialogue? Voilà. Mhm. Pour la partie pataugeoire, on va aller explorer le sentiment de se sentir imposteur ailleurs que simplement dans la vie professionnelle. Parce qu'on peut vivre ça dans le cadre de nos relations d'amitié, même dans les relations amoureuses. On peut vivre ça par rapport à simplement notre manière de s'exprimer publiquement, par rapport à notre pratique artistique. Fait que c'est tout ça là, qu'on va regarder. Pour commencer, j'ai comme le goût d'affirmer que ce qu'on est en train de faire là, le podcast Entre deux eaux,
c'est parti à quelque part d'un désir qu'on avait, toi et moi, Catherine, de sentir qu'on est légitime, qu'on a le Mhm. droit de prendre la parole. Euh, En fait, c'est ça, c'est que le podcast, c'est un refus de se sentir imposteur. C'est de dire, non, nous aussi, on a le droit d'ajouter notre voix à la conversation. On n'est pas obligé juste de jaser entre nous. On pense qu'on a des affaires pertinentes à dire, puis on a le goût de les partager, tu sais. Puis, je sais pas pour toi, mais à force d'enregistrer des épisodes, j'ai l'impression que ça a un impact sur la manière dont je m'exprime dans la vie. C'est Mhm. comme j'ose plus euh, dire ce que je pense, j'ose m'affirmer, je pense, avec un petit peu plus de certitude, d'autorité parfois. Je sais pas si tu as vécu quelque chose de similaire depuis le mois d'octobre maintenant. Ben, tu sais, c'est quand même drôle parce que quand on a parti le podcast il y a presque un an, tu sais, la joke, tu sais, c'était déjà rendu une joke que comme tout le monde puis sa mère avait un podcast. Fait que, tu sais, en quelque part, tu sais, j'ai l'impression que pour moi, ça a comme été, c'est ça là, une espèce de prise de position de faire comme au-delà de cette boutade qui dit que tout le monde puis sa mère a son podcast, on est capable d'en faire un, on a envie d'en faire un, on l'avait déjà fait, tu sais, on n'arrête pas de dire à quel point, tu sais, pour nous, les podcasts, ça fait partie de nos vies. Tu sais, moi, je me souviens quand je Mm. travaillais à la bibliothèque de l'UQO, j'écoutais des podcasts, puis je fais de la radio étudiante aussi, là, tu sais, ça, pour moi, la radio étudiante puis le podcast, ça se ressemble beaucoup sur bien des points, mais je pense que c'est ça, là, c'est comme ça m'a amené à plus avoir confiance en mes projets, puis le fait que, tu Mm. sais, on l'a pris au sérieux aussi, qu'on l'a considéré toutes les 2 comme un projet qui est professionnel. Oui, c'est sûr que ça peut être considéré comme un hobby, mais en même temps, ça reste une aventure professionnelle, puis c'est comme un engagement qu'on a pris qui fait partie, je pense, de notre personne, tu sais, comme on a toutes les 2, tu sais, pas nécessairement des jobs super fixes avec quelque chose comme de genre: «OK, c'est juste ça que tu fais puis rien, on s'intéresse à plein d'affaires, on ouvre», puis ça permet d'expérimenter, puis je pense que c'est ça aussi, là, c'est d'oser faire des affaires Mm. puis d'avoir confiance en nous, là. Comme moi, je sais que dans les derniers mois, j'avais pas d j'ai toujours pas d'emploi, mais c'est tu sais, ça me donne un peu je suis comme: «Mais je fais pas rien». C'est comme si j'avais un petit emploi, là, comme fait que ça m'aide à avoir mieux confiance en moi. Oui, ça nous aide à structurer nos idées aussi, je trouve. Puis Mmh. ce qui s'est produit aussi, c'est que souvent, quand on enregistre un épisode, on a beau se préparer, des fois, on ferme l'enregistrement, puis je suis comme ah, ça avait-tu de l'allure, qu'est-ce qu'on a dit, tu sais. Mmh. Puis après ça, en faisant le montage, puis en réécoutant l'épisode final, je me dis mais ça a bien du bon sens, qu'est-ce qu'on a dit, tu sais. Je suis comme on est nice. Moi, j'ai décidé que quand je nous réécoute parce que d'une part, tu sais, je trouve ça c'est parce que dans un sens, je trouve que ça a l'air prétentieux de dire comme: «Ah, on s'écoute», mais tu sais, d'une part, comme pour faire le montage, c'est sûr qu'il faut y réécouter, mais je trouve que là, moi, c'est pas moi qui fais le montage, mais je trouve que c'est vraiment important de s'écouter pour justement s'améliorer puis pour voir comme, Hum. tu sais, c'est ça, là, puis pour moi, je m'occupe plus de, tu sais, de la promotion, fait que, tu sais, pour voir comment on va promouvoir l'épisode, puis tu sais, l'avoir en tête, puis nous aider à nous améliorer, puis moi, je sais que je nous écoute de la même manière que j'écoute d'autres podcasts, c'est-à-dire souvent en Hum. marchant ou en faisant la vaisselle, c'est comme mes 2 spots de podcast. Puis je suis tout le temps contente quand tu sais, ça fait comme un boost de confiance en moi quand je nous écoute, puis je fais comme: «Hey, pour vrai, on est aussi agréable que les autres podcasts que j'écoute». Mais là, c'est sûr qu'on est biaisé parce que c'est des sujets qui nous tiennent à cœur, puis on est Ouais. comme d'accord avec les opinions, là, ça, c'est sûr que ça aide, là. Mais non, c'est ça. Puis je pense que c'est très motivant de, tu sais, partir un projet from scratch, puis de sentir que c'est bien reçu, puis je sais pas, tu sais, on aurait pu perdre la motivation à un moment donné, puis c'est Mmh. pas arrivé, tu C'est sais, sûr. c'est comme on aime toujours ça, faire le podcast. Pour moi, de faire des activités que j'aime, qui me nourrissent, c'est comme un antidote à l'envie puis à la jalousie. Euh, les réseaux sociaux entretiennent ça beaucoup, mais c'est très facile de se comparer aux autres puis au niveau de succès ou même de bonheur qu'on perçoit dans son Mmh. réseau, tu sais. Puis
J'en avais parlé dans l'épisode qu'on a fait sur les maisons puis le chez-soi. Oui, oui, Mais tu sais, oui. déjà, juste de regarder des intérieurs d'appart de quelqu'un d'autre, là, ça peut me donner un crise de complexe d'infériorité, tu sais. Ouais. Mais plus j'ai une vie qui me ressemble, que j'aime, moins ça me fait mal de voir la joie des autres. Au contraire, c'est comme cool, tout le monde est content, tu sais. Puis ça me fait penser à... t'as-tu entendu parler de la Shine Theory? C'est comme deux féministes américaines, Oui. Anne Oui, 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 tout Friedman à puis fait. Amina Toussaint, qui animent le podcast Call Your Girlfriend. Elles ont mis de l'avant cette idée-là que, en fait, c'est comme pour combattre la compétitivité entre les femmes, surtout au sein de groupes d'amis. L'idée, c'est que si je shine, il y a plus de chances que tu shines toi Oui, aussi. Tu oui, sais, c'est oui. comme, on n'est pas, le mot en anglais me vient en tête, là, comme scarcity, là. C'est comme une Ouais. mentalité de rareté versus l'abondance. C'est de Oui, oui, dire, oui. il y en a assez pour tout le monde, puis plus moi je réussis puis les choses vont bien, plus il y a de chances que les gens qui sont autour de moi en profitent, tu sais. Puis on Oui. en parlait un petit peu tantôt dans le fait d'avoir des mentors, des gens dans notre réseau qui nous soutiennent. On le vit dans une certaine manière, mais des fois on oublie en fait que le succès des autres est pas nécessairement une menace. Oui, mais non, c'est clair, là. Je pense que, tu sais, on en a parlé, en préparant l'épisode, puis on veut pas nécessairement rentrer dans les détails là-dedans, mais tu sais, on a vécu les 2 là, des espèces de traumas d'abandon dans notre vie en amitié, puis c'est difficile, je trouve, après ça, de se faire confiance puis de se dire que nos amis sont là pour vrai, mais je trouve que, tu Hmm. sais, ce que j'aime de la Shine Theory, c'est l'idée que ben, je pense sincèrement que, tu sais, le beau attire le beau, puis comme le beau au sens très large, mais tu sais, justement, là, tu sais, de célébrer les succès de nos amis fait que comme aussi, nos amis vont célébrer nos succès, là, tu sais, je trouve que ça Hmm. revient, il y a comme une espèce de un aspect de réciprocité, mais même si on fait pas ça nécessairement pour dire, tu sais, je te fais shiner, fait que toi, tu vas me faire shiner, là, je pense qu'il y a pas, tu sais, c'est pas ça l'idée, là, mais En fait, c'est que c'est pas transactionnel. non, c'est ça exactement. C'est pas transactionnel, puis c'est ça qui est intéressant, mais ça reste que comme puis des fois, c'est juste de donner l'idée, tu sais, des fois, tu vois quelqu'un comme dire: «Hey, checker mon amie, comment qu'elle est cool», puis partager ses affaires. On Hmm. dirait que ça fait comme: «Eh oui, c'est vrai, moi aussi, je devrais faire ça», puis soit aller encourager exactement la même personne, si ça te tente, mais aussi comme d'aller voir les autres, puis de faire ça, là, de faire des shout-outs pour le fun, juste à des amis, puis à des personnes qu'on trouve cool. Je pense que c'est toujours le fun, là. Puis aussi, j'ai entendu une phrase dernièrement qui m'a comme vraiment marquée. Ça peut être utilisé positivement comme négativement. La phrase, c'est If you spot it, you got it. Mmh. Dans un contexte justement d'introspection, euh, généralement, lorsque quelqu'un fait quelque chose qui tape vraiment ses nerfs, il y a des bonnes chances que tu aies ce même défaut de caractère-là, puis que ça Ouais. te tombe vraiment ses nerfs, que tu te tombes ses nerfs déjà, tu sais. Ça, c'est fâchant de s'en rendre compte. Fait que, tu sais, Ah ouais. c'est vrai que ce qui nous tanne chez les autres, souvent, c'est des choses qu'on n'aime pas à propos de nous. Bon, Ouais. soit. Mais l'inverse est aussi vrai. C'est que Mmh. lorsqu'on reconnaît aux gens autour de nous l'empathie, l'écoute, souvent, on porte ça aussi. Puis, j'ai une mentor qui m'a dit dernièrement, parce que je suis attirée vers un type de travail, justement, pour lequel j'ai pas tant d'expérience, mais j'ai envie, tu sais, de me mettre au défi puis de proposer des choses. Puis elle est comme, si t'es attiré vers ce type de travail-là, c'est parce qu'il y a quelque chose là-dedans pour toi. Comme, si tu Mmh. connectes avec ça, t'as Ouais. beau peut-être pas avoir de diplôme, comme il y a un filon, fais-toi confiance, puis tu sais, si tu te sens appelé, go for it, tu sais. Mmh. Je trouve ça intéressant de développer le réflexe de lorsqu'on reconnaît une qualité à l'une de nos amies ou lorsqu'elles ont du succès, ben c'est peut-être un indicateur que
il y a quelque chose là-dedans pour nous aussi, tu sais. Mhm. Si, justement, si t'as un ami qui se part un podcast, puis là, t'es comme: «Oh la maudite, pourquoi qu'elle s'est partie ça?» ou en tout cas, ben, peut-être que toi aussi, t'as le goût de faire un podcast, puis pourquoi t'essayes pas, tu sais? Mais non, c'est clair, là. Tu sais, c'est sûr que quand on voit des fois, c'est sûr que quand on voit nos amis qui ont du succès puis qui réussissent à, tu sais, justement, lancer un podcast, écrire un livre, faire ce genre de choses-là, ça donne le goût des fois de ben, c'est ça, là, tu sais, je pense que des fois, on se dit comme: «Ah, ben là, si» je pense que moi, c'est ça que j'essaie de me dire, c'est au lieu d'être envieuse, je me dis: «Ah, ben si eux, ils ont réussi, pourquoi pas moi?» Tu sais, il y a comme un peu Mmh. cet aspect-là de m'encourager puis de me dire de voir plus la chose à ma portée, finalement. Mais en même temps, je dis pas que c'est facile parce que, ben, tu sais, je sais que les 2, ben, Marie-Hélène et moi, comme toutes les 2, on est intéressés par l'écriture. Puis, tu sais, on a peut-être la motivation de peut-être écrire un livre ou écrire des choses, d'être publié puis tout. Puis, moi, je sais que j'ai eu comme ben des hauts puis des bas dans un projet. Ça fait quand même une couple d'années que je travaille sur un projet de livre, mais que c'est dur comme je trouve de travailler. Puis tu sais, j'ai travaillé quand même sérieusement dessus, puis j'ai eu de l'appui d'une mentor, fait que c'est quand même, tu sais, mon projet a avancé, mais en même temps, on dirait que là, je suis dans une phase où je me dis comme malgré tout le du feedback positif que j'ai eu, on dirait que je me remets en question, puis je me dis: «Ben, est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que ce livre-là mérite d'exister, comme, d'être lu par les gens, tu sais? Est-ce que ça m'appartient juste à moi puis que c'était pas juste de la thérapie par l'écriture?» Tu sais, il y a ça aussi des fois Mmh. que je trouve que c'est difficile puis c'est comme bold de parce qu'on c'est ça là pour être honnête, tu sais, on s'enlignait vers comme ma mentor m'avait vraiment encouragée à comme puis proposait de m'accompagner pour soumettre mon manuscrit à une maison d'édition, puis ben, je l'ai toujours pas fait, puis je suis comme dans c'est ça là, dans une période de doute finalement, puis de genre, je suis Mmh. pas sûre que c'est assez bon pour, mais en même temps, comme il y a des gens qui m'ont dit que oui, tu sais, il y a ça aussi, là, des fois, c'est que comme quand on doute, je trouve que ça remet en question l'opinion de gens à qui on croit, puis c'est un peu insultant pour eux, là. C'est comme de dire, genre, toi, tu me dis que c'est correct, mais non. Moi, je dis que non, là. Fait que, Mmh. il y a un peu ça, mais bref, ça rend pas ça plus facile. Mais bon, je me dis que le projet existe encore, il est juste tabletté, puis j'y reviendrai quand j'aurai la tête à ça, mais Mmh. Puis c'est la job d'un éditeur aussi de te donner du oui, feedback constructif, comme ben oui, t'es pas bien obligé de sûr. remettre un manuscrit parfait. C'est sûr, mais c'est ça. Ça prend beaucoup de courage, puis très peu de syndrome de l'imposteur pour déposer un manuscrit. Mmh. C'est clair, je l'ai jamais fait, j'imagine. Mais je l'ai jamais fait non plus. Moi, ça me demande parfois beaucoup de courage de juste partager un poème sur Instagram. Je le fais des fois. Euh, Ma pratique d'écriture ces temps-ci est moins régulière, mais tu sais, c'est ça, c'est comme juste avant la pandémie, là, je m'étais Mmh. donné un défi, je m'étais dit, je vais aller à un open mic, puis je vais aller lire mes shit. Puis Oh! sauvé par la COVID, I guess, mais tu sais, c'est Je suis ça, sûre c'est qu'il y a des comme open mic virtuels. vomi, caca. Sûrement là, que ça existe, mais je suis pas Non, moi non plus, intéressée. ça Anyway, j'ai eu m'intéresse ma pas. première dose du vaccin, peut-être que dans quelques mois, je vais pouvoir y aller. Mais tu sais, je m'étais comme mindée parce que j'étais comme parce qu'en fait, je suis allée à des open mic, puis je suis comme cette personne-là ose aller au micro lire ses affaires, je peux le faire moi aussi, tu sais. Tellement! Tu sais, il y a une couple de monde dans des open mic à qui je donnerais des syndromes de l'imposteur aussi, tu sais. Surtout des mecs, là. Anyway. Moi, ça me rend mal à Euh... l'aise, ces affaires-là. Moi, ça me rend pas bien. Moi, j'ai comme trop d'empathie, puis là, j'ai mal en dedans quand quelqu'un est pas bon sur scène, mais bon. Ouais, ça peut être malaisant, mais l'inverse aussi, des fois, tu peux faire des belles découvertes. Puis Ouais, bien quand sûr. quelqu'un va lire un texte qui me touche, je prends toujours la peine d'aller la voir après puis dire comme j'ai vraiment aimé qu'est-ce que tu as écrit, Mmh. ça m'a rejoint tout ça. Mais ouais, fait que tu sais finissons là-dessus l'idée que ben l'écriture c'est vraiment une mise à nu hein. Oui. C'est tu sais, on parlait des dates, on parlait des entrevues, c'est la même chose avec l'écriture, c'est vraiment comme de se mettre dans un état de grande vulnérabilité, puis de dire comme, tu sais, voici mes pensées, voici mon intérieur, voici, tu sais, t'as une manière aussi de t'exprimer, puis là, c'est mettre ça devant les gens, tu sais, puis, ouf, mais, tu sais,
Ça aussi, c'est un domaine où on peut donner le droit de se tromper. Mmh. On peut se donner le droit de se tromper, puis c'est pas vrai qu'on va toujours, lire quelque chose puis les gens vont tomber des nues, mais ça se peut aussi que des fois on partage quelque chose puis que ça rejoigne des gens. Moi, je lisais un texte cette semaine sur, un comédien, un stand-up américain qui vient de sortir de désintox, puis il a Mmh. fait son premier set, heu, depuis sa sortie, puis tu vois qu'il est en train de changer de ton, puis de changer le type de matériel qu'il fait, puis il essaye des affaires, puis des fois ça marche pas tout le temps, mais j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les stand-up comiques, puis Mmh. surtout quand ils sont en rodage, là, Oui, de nouvelles jokes, de nouveaux matériels, ça prend beaucoup de guts de se tenir debout sur une scène puis de dire comme voici ce que je pense, tu sais. ouais. Fait que je pense qu'on pourrait s'étendre encore longtemps sur ce sujet-là. Puis 94% d'entre vous avez indiqué ressentir le syndrome de l'imposteur. On récolte plus vos témoignages pour les mettre dans l'épisode, mais tu sais, si vous voulez réagir à l'épisode, puis tu sais, nous partager des moments où soit vous avez ressenti le syndrome de l'imposteur ou que vous avez réussi à le dépasser. Mmh. À titre personnel, moi, je serais très, très curieuse de vous entendre là-dessus. Et moi Puis, donc. je nous inviterais tous, toutes, collectivement, à peut-être se lancer un défi dans les prochaines semaines, faire une affaire qui nous fout la chienne. Ouh! Tu sais, comme un truc là, que, sur lequel tu doutes, puis de remettre le doute à sa place, de dire merci mon anxiété de me signaler un danger potentiel, puis je vais y aller quand même. Mmh. Puis ça aussi, si vous posez un geste de courage, ben on serait curieuse de vous entendre. En dernière partie de cet épisode-là, on avait le goût de vous partager nos dernières découvertes podcasts, ou en fait les podcasts qu'on écoute ces temps-ci et qu'on aime bien. Fait que Marie-Hélène, qu'est-ce que tu avais à nous suggérer? Je suis tellement contente de vous faire des suggestions parce que, ouais, il y a plein de podcasts dans les derniers mois que j'ai découverts puis qui m'apportent beaucoup de plaisir. Fait que commençons par un podcast 5 étoiles que j'adore qui s'appelle Maintenance Phase. C'est animé par l'un des co-animateurs d'un autre balado qu'on aime bien qui s'appelle You're Wrong About. Et donc, c'est le co-animateur de ce podcast-là. Et je ne sais pas si vous connaissez l'auteur Your Fat Friend. Mm. Euh, J'oublie son nom, mais en tout cas, ensemble, ces deux personnes-là animent le podcast Maintenance Phase qui aborde notamment la nutrition, mais plus largement, tu sais, la grossophobie, puis toute la junk science autour de l'alimentation, puis le poids. Et c'est toujours très, très intéressant et très humoristique aussi. Entre autres, ils ont fait dernièrement un épisode où est-ce qu'ils consultent un livre de diète des années 70 écrit par une célébrité. Puis là, ils Mm. constatent comment le discours autour, tu sais, des diètes a évolué ou pas. Ils ont fait un autre épisode sur Dr. Oz, puis comme toutes ces émissions bizarres sur genre les grains de café vert, puis toutes les autres manières supposément miracles de perdre du poids, les pilules amaigrissantes des années 90. J'aime beaucoup leur rigueur Ouais. scientifique, puis c'est ça leur humour en même temps. C'est vraiment un bel équilibre. Puis c'est un peu le podcast comme 201 si vous êtes déjà familière avec justement tout ce qui entoure la grossophobie, l'alimentation intuitive, comme si vous avez envie d'aller plus loin, Ouais. Maintenance Phase est un excellent choix. C'est excellent. Moi aussi, j'ai commencé à l'écouter. Ouais, c'est très très bon. Sinon, ça c'est un podcast que j'écoute depuis à peu près 1 an. C'est arrivé dans ma vie comme drette
quand la pandémie a éclaté. Ça s'appelle Who Weekly. Puis c'est un podcast de gossip. C'est 2 fois par semaine. Il y a un épisode le mardi puis un le vendredi. Puis pour vrai, c'est la première affaire que j'écoute en me levant, ces 2 jours-là. Dans le fond, ils parlent pas des grandes célébrités qu'ils appellent les them, ils parlent des who's. Fait que toutes les célébrités que t'es comme « Ah, c'est qui elle donc déjà? » tu sais? Fait que toutes comme des B-list, C-list, D-list. Oh, wow! Ouais. Puis les animateurs sont comme clairement des amis, tu sais, c'est Bobby Finger puis Lindsay Weber. Ça fait comme 5-6 ans là, qu'ils animent ça. C'est comme, ça commence à être un podcast très bien établi. Puis, tu sais, c'est drôle, c'est relax. C'est ça. Ça m'accompagne en buvant mon café 2 fois par semaine. J'aime bien ça. Un podcast plus intello, mais toujours aussi genre humoristique ou disons plus irrévérencieux, c'est Kif Taras, un des meilleurs podcasts francophones que j'ai découvert dans les derniers mois. Kif Taras, c'est co-animé par 2 Françaises, Gracely et Rokhaya Diallo, et elles abordent les questions de race dans un contexte français, mais aussi des fois francophone. Elles ont déjà eu des invités comme de la Belgique ou ailleurs dans la francophonie. Puis c'est très, en tout cas pour moi, c'est extrêmement rafraîchissant puis bienvenu d'entendre parler de race en français. Puis tu sais, on peut avoir beaucoup de préjugés sur la France puis l'état du discours, mais il y a des gens progressistes en France, newsflash. Wow! Puis ces 2 personnes-là en font partie, puis en tout cas, c'est comme rassurant de dire, OK, bon, il y a du monde qui ont bien du bon sens là, partout dans la francophonie, puis j'apprends des choses. Puis, tu sais, elles ont un angle parfois pop culture. Tu sais, c'est très, très accessible comme, comme discours, en fait, mais ça fait réfléchir, puis c'est ça. Très bon podcast. Puis ma dernière recommandation, ça s'appelle Blank Check. C'est des podcasts sur des filmographies. Fait que le concept, c'est que à un moment donné, t'as un réalisateur ou une réalisatrice qui se fait donner comme un chèque en blanc parce qu'ils ont eu un gros succès tôt dans leur carrière. Puis après ça, ils se ramassent à pouvoir faire un peu ce qu'ils veulent. Puis donc, ils font des séries sur différents filmmakers. Puis ils examinent ça sous l'angle de, tu sais, c'est ça, c'est quoi la trame de leur filmographie, est-ce que, tu sais, il y a des bons coups dans leur filmographie qui ont pas été célébrés, ou inversement, est-ce qu'il y a des films qui ont eu beaucoup de succès qui sont pas si bons que ça, puis le rapport entre les co-animateurs est très drôle, relax. Ils sont vraiment comme 2 amis dans la vie, puis ils ont souvent des invités super pertinents qui sont des figures médiatiques aux États-Unis, tu sais, fait que ouais, voilà, c'est mes recommandations. Catherine, je suis très curieuse de savoir ce que tu recommandes à notre auditoire. Ben, moi aussi, j'ai très hâte de vous partager mes recommandations. En fait, la première, c'est un podcast assez récent, mais qui est déjà terminé. Fait que c'est un peu plate, on peut plus le suivre, mais en même temps, je vous conseille vraiment d'aller écouter les épisodes qui sont sortis là, dans les derniers mois. Ça s'appelle « Faisez vos recherches ». C'est une balado qui est animée par Mathieu Charlebois, Liane Descaritchen puis Colin Boudria. Puis les 3 se sont intéressés au phénomène de QAnon. Fait que c'est super accessible, c'est super humoristique. Puis tu sais, moi je connaissais un petit peu là ce qui se passe avec dans le fond comme c'est quoi QAnon puis tout ça, mais si vous connaissez rien à ça, vous pouvez aussi avoir du plaisir. C'est assez drôle, ils font un beau travail journalistique. Puis ça alterne entre des épisodes thématiques puis des épisodes d'actualité. Fait que vous allez entendre parler d'un point de vue autant américain, mais aussi d'un point de vue québécois, ce qui se passe dans toutes les théories de conspiration, notamment autour de la COVID, mais tu sais, d'autres affaires aussi, parce que ce qui arrive avec le phénomène QAnon, c'est que c'est un peu un ramassis de plein de théories du complot qui se sont ramassées ensemble. Fait qu'on y trouve un peu de tout et son contraire, mais c'est super intéressant justement de voir comment ils l'ont décortiqué, tu sais, d'où ça vient.
Puis ça commence vraiment avec des épisodes très comme ABC, comme comment ça fonctionne, comme c'est quoi, puis jusqu'à des trucs sur les liens avec genre la santé alternative, puis QAnon, puis Mhm. les idées de conspiration, beaucoup avec comme les milieux anti-vax, puis tout ça. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que c'est à la fois informatif, mais aussi drôle. Un peu décourageant des fois d'entendre des affaires, sauf que je trouve que c'est pas présenté de manière lourde, là, fait que je vous le conseille Mm. fortement. Allez écouter, dans le fond, vous pouvez binger tous les épisodes. Ils ont terminé, ils ont dit qu'il y avait... en fait, ils ont dit que de suivre QAnon aussi longtemps, ça les avait un peu... perturbés, mais pas perturbés, mais tu sais, comme il y avait besoin d'un break, fait qu'ils ont décidé comme, ils avaient fait le tour de ce qu'ils voulaient raconter, mais c'est ça, allez écouter ça. Le deuxième podcast que je veux vous signaler, c'est un tout nouveau podcast. Il y a juste un épisode de sortie, mais c'est un projet qui existe depuis longtemps. Ça s'appelle Faces of Postpartum. C'est un projet qui parle évidemment de parentalité puis de néonatalité. Là, dans le fond, là, tu sais, toute la période là, de l'accouchement, tout ça, de la naissance, puis de la période postpartum, finalement. C'est un projet qui est mené par la Québécoise Ariane Audet, qui habite aux États-Unis depuis plusieurs années, qui a 2 enfants, puis c'est une photographe. Elle fait habituellement là, son format sur son blog puis sur sa page Instagram, c'est beaucoup des photos avec des entrevues. Mais là, c'est ça, elle sort des entrevues en podcast. J'ai écouté le premier épisode, c'est vraiment bon. Si vous vous intéressez au récit de naissance aussi, c'est sûr que c'est super intéressant. Euh, Vraiment un beau projet, puis je trouve que c'est le fun qu'elle essaie le format podcast comme ça, c'est vraiment intéressant, fait que ça va être à suivre dans les prochains mois. Puis le dernier podcast que je veux vous pointer, c'est un podcast qui s'appelle Life Jolt. C'est un projet de la CBC. C'est animé par Rosemary Green. Puis ça s'intéresse aux femmes dans le système correctionnel canadien, donc les Ah, femmes wow. dans des prisons. Une chose qui est intéressante, c'est que Rosemary Green a passé 5 ans en prison, donc connaît bien la réalité là, de ça. C'est un podcast où c'est sûr elle fait plein d'entrevues. Tu vois que c'est un projet qui a été réalisé sur plusieurs mois, parce qu'elle fait des entrevues. C'est souvent à thème aussi, les épisodes. Puis elle amène beaucoup de elle, de son vécu, parce que nécessairement, que je pense à un épisode où il parle là, le fait d'être parent puis d'être en prison, tu sais. Fait que comme elle, quand elle était allée en prison, elle avait déjà des enfants. Fait que, tu sais, ça touche, là. C'est sûr que c'est difficile de parler de ça sans être touché, là, tu sais, de Mhm. voir comment les femmes le vivent. Mais, tu sais, ça a comme ça fait un portrait très global là, de la réalité des femmes en prison. Puis je trouve que c'est un sujet dont on parle pas tant que ça nécessairement, qu'on a souvent des préjugés. Puis c'est vraiment intéressant. Fait que je vous conseille ça. C'est en cours. Ça s'appelle Life Jolt. Merci. Moi, je suis bien curieuse d'aller checker tes recommandations. Moi de même. Bon, ben, on arrive à la fin de l'épisode. Check out Marie-Hélène. Comment tu te sens en ce moment? Je me sens fébrile parce qu'il fait super beau dehors. J'ai vraiment le goût de sortir. Puis j'ai un livre qui m'attend à la librairie que j'ai hâte d'aller Oh! m'acheter. Puis je suis contente d'avoir enregistré avec toi. Oh! Puis toi, comment ça va? Ça va très bien, le plaisir est partagé. Je suis comme contente j'avais comme l'impression qu'en parlant de syndrome de l'imposteur, qu'on parlerait beaucoup de nos insécurités, puis je trouve qu'on a fini par beaucoup parler de nos forces puis de nos stratégies pour Hmm. overcome nos difficultés puis nos défis. Fait que je suis fière de nous, je nous trouve pas mal cool, puis je voulais le dire. Yes. Et puis, si vous avez aimé cet épisode-là, on vous suggère de l'envoyer à une personne de votre entourage qui a fait preuve de courage récemment puis qui a surmonté ses peurs. Ça va peut-être l'encourager à continuer d'aller vers cette voie, vers la confiance en soi. Ah, si beau! Puis une autre manière de partager l'épisode, c'est tout simplement de diffuser ça sur vos réseaux sociaux. Oubliez pas de nous taguer parce que ben on aime ça, savoir quand vous nous mentionnez. On est sur Instagram et sur Facebook avec le handle entre2o.balado. Et vous pouvez toujours vous abonner sur votre plateforme de balado préférée. Et un bon moyen de nous encourager, c'est de soumettre un avis et de nous mettre des étoiles.
Et c'est aussi possible de nous soutenir financièrement. Toutes les infos sont sur notre page web au entredeuxeaux.pinecast.co. Et là, on a presque complété une première saison d'Entre deux eaux. En fait, on vous annonce que c'est notre avant-dernier épisode de la première saison. Et dans 2 semaines, notre dernière, pas notre dernière pour toujours, là, mais notre dernière pour un petit bout, ça va porter sur... Ça va être un épisode un peu méta. On va revenir sur cette aventure-là, Entre deux eaux. Qu'est-ce que ça a été pour nous? Qu'est-ce qu'on a appris? Puis c'est ça, on va réfléchir sur notre aventure avec vous. Et au moment où on se parle, on a atteint les 1000 écoutes de notre podcast. On capote. Yes! C'était notre prochain milestone sur notre plateforme de diffusion. On capote. On est vraiment contente. D'abord, merci. Merci de nous avoir écoutés, C'est toujours spécial d'aller voir dans nos statistiques puis de voir que il y a clairement quelqu'un qui a écouté 3-4 épisodes la même journée, là, qui a remonté dans notre catalogue. On capote. On vous stocke pas. On sait pas, on peut pas savoir qui vous êtes. Fait que inquiétez-vous pas. Mais on le voit dans les statistiques, il y a comme, tu sais, genre, une journée, il y a eu 4 épisodes différents qui ont été écoutés. On est comme, ça, c'est quelqu'un qui a probablement écouté plusieurs épisodes. On est tout le temps bien flattés. Merci de nous écouter, de nous faire confiance. Puis, pour souligner l'atteinte des 1000 écoutes, on voulait faire un petit Q&A, donc une petite séance questions-réponses. Donc, si vous avez des questions pour nous ou des commentaires aussi sur le podcast, on prend les commentaires aussi, vous pouvez nous envoyer ça avant le 4 juin. Donc, vous pouvez nous envoyer un voicemail si vous voulez faire partie de l'épisode ou vous pouvez nous écrire tout simplement. Ça va nous faire vraiment plaisir de savoir ce que vous avez pensé de notre première saison. C'était quoi vos moments forts? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer ou d'autres sujets qu'on pourrait aborder plus tard? Donc, voilà. Écrivez-nous ou envoyez-nous votre petit message. Notre adresse courriel, c'est entredeuxeaux.balado@gmail.com. Fait qu'on a hâte d'avoir de vos nouvelles, puis on se reparle bientôt. Salut! Ce balado est produit, animé et réalisé par Marie-Hélène Larochelle et Catherine Ploufjeté. C'est aussi Marie-Hélène qui fait le montage. Notre thème musical est composé et interprété par Poulain et notre visuel est une création de Roxane de Carufel. Nos épisodes sont enregistrés à la maison. Moi, Catherine, j'habite à Québec, sur des terres qui font partie du territoire traditionnel non cédé des Hurons-Wendat. Et moi, Marie-Hélène, je suis à Montréal, au Diodiaké, un territoire autochtone non cédé gardé par la nation Kanien'kehá:ka. Ce balado est une idée originale de Catherine Ploufjeté et Marie-Hélène Larochelle.